Commençons Arnaud. On a toujours eu vocation à malheureusement toujours dépasser un peu le temps qui est imparti. Donc on va essayer de pas trop prendre de retard au démarrage en tout cas. Donc Arnaud, une nouvelle fois ravi de t'accueillir pour parler essentiellement d'art et d'art contemporain. Bien sûr, ce que toi tu proposes aujourd'hui dans le cadre de Matisse, où tu es un des associés fondateurs de la structure. L'occasion peut-être de parler de ce que vous avez déjà fait, mais surtout de votre ADN, de ce que vous recherchez pour vos clients finaux, voir la pertinence de vos investissements, mais aussi potentiellement certaines limites. Le but, c'est d'avoir un discours de vérité et sans langue de bois. Investissement sous forme de club deal et notamment dans l'art n'est pas fait nécessairement pour tout le monde. Il faut bien vous en assurer auprès de vos conseillers en gestion de patrimoine ou en faisant vos propres recherches. Pour ma part, je suis bien sûr à disposition pour répondre à ces questions. Mais rentrons tout de suite dans le vif des sujets. Arnaud, maintenant on te connaît quand même plutôt bien. Ça fait près d'une quinzaine d'années que tu es dans l'art en tant qu'investisseur, mais pas que. Je crois aussi savoir que tu es passionné. Tu nous reviens tout droit de Hong Kong et donc merci de supporter le jet lag pour discuter avec nous pendant une petite heure. Écoute, merci beaucoup. Quand je suis rentré, mon épouse m'a dit attention, on a changé d'heure et en fait, je passe de 8 heures à 9 heures ou de 8 heures à 7 heures. C'est pas ça qui m'a beaucoup changé. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'être là à nouveau. Je pourrais, si c'est pas laborieux et si vous en aviez me représenter un petit peu, euh, sans que ce soit trop long, mais il y a quand même une petite chose que je voudrais dire effectivement, c'est que ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le marché de l'art et que mon métier a un peu changé dans son échelle, mais il n'a pas changé dans l'âme qui est la nôtre. Moi, j'ai toujours suivi. En fait, le marché de l'art est structuré autour de quelques acteurs qui sont des marchands d'art, que sont des galeries qui achètent et qui vendent des tableaux avec globalement leur propre trésorerie. D'accord. Alors, le but, il est la promotion d'un artiste et il est d'opérer des plus-values entre le moment de l'achat et le moment de la vente. C'est un métier qui est pas très facile parce que c'est un métier qui nécessite trois choses et que nos clients investisseurs évidemment retiennent, qui est d'abord des moyens financiers qui peuvent être conséquents, ensuite du réseau et finalement de l'expertise. Donc si on n'a pas du réseau, de l'expertise et des moyens financiers, ce marché nous est complètement impossible, il nous est interdit. Et l'activité qui a été la mienne depuis une quinzaine d'années, il a été de dire, mais comment est-ce qu'on donne accès à ces gens qui n'ont pas ce réseau, qui n'ont pas cette expertise et qui n'ont pas nécessairement ces moyens financiers qui sont conséquents pour se positionner sur ce marché de l'art. En fait, comment institutionnaliser l'investissement dans le marché de l'art sans avoir tous ces moyens. Alors, évidemment, le positionnement qui était le mien, il est de dire qu'on a de l'expertise, on a des réseaux, on n'a pas de cash, et donc on va aller solliciter des investisseurs pour nous aider dans des projets communs. Et on s'est associé en fait avec des clients, avec eux leurs moyens financiers et nous notre expertise. On a sourcé des pièces qu'on a achetées avec leurs sous et qu'on a revendues et on a partagé des marges ensemble. Et ça, on l'a fait pendant une quinzaine d'années avec des clients à l'échelle de leurs propres moyens, c'est-à-dire des clients qui ont commencé avec des montants de 50 000, 60 000, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 ou 500 000 euros pour quelques clients qui étaient très fortunés, mais j'avais du mal à aller au-dessus de ce montant-là. On se rencontre avec François Carbone qui a fondé Anaxago. Certains d'entre vous connaissent la structure probablement. Et on se rencontre et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, s'engage une discussion qui est qu'il y a quelque chose à faire, mais de changer d'échelle et d'institutionnaliser. J'ose un peu le dire, c'est un peu un gros mot de dire dans le marché de l'art, mais en fait de démocratiser ce marché, de le rendre accessible, tout simplement à un échelon qui va être national et européen et de mettre en commun des montants financiers qui sont d'un côté pas très élevés, c'est-à-dire qu'à partir de 20 000 euros, et de l'autre côté, une capacité de collecte de plusieurs millions, voire de dizaines de millions d'euros. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Matisse, avec cette vocation-là. Et aujourd'hui, pour faire un petit état des lieux, on a un petit peu moins d'une quinzaine de club deals opérés depuis quelques mois. On a eu obtenu un agrément, on est la première société
en Europe à avoir un agrément PSFP, hein, donné par l'autorité des marchés financiers, par l'AMF, et on a déjà opéré 2 sessions sur les œuvres que nous avons achetées récemment. Une session à, je crois, 42 ou 48% net de TRI. Je parlerai toujours net de TRI, hein, et une session à un peu plus de 100% net de TRI, qui en fait ne veut pas dire grand-chose. En gros, le client a pris un peu plus de 8% net, mais comme l'opération s'est réalisée sur un mois, eh bien, ça s'est fait rapidement. Voilà. Voilà notre travail et voici notre mission, c'est continuer à travailler avec des clients particuliers qui d'un côté soient très diversifiés sur cette classe d'actifs, et on pourra en parler un petit peu tout à l'heure, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, et d'un autre côté, eh bien, repérer, sourcer des œuvres d'art extraordinaires qui, on en est convaincu, nous dépasseront et seront présentes bien après nous. Vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue, que je présente un peu? Je propose qu'on rentre effectivement dans le vif du sujet. C'est parti. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, le marché de l'art, d'abord, c'est un marché qui est très difficilement mesurable sur son volume parce qu'on estime qu'il y a un peu plus de 2200 milliards d'actifs détenus chez des particuliers dans le monde. On considère qu'il peut y avoir à peu près 70 milliards de transactions annuelles. Alors, c'est à la fois un gros et un petit marché, 70 milliards. C'est 2 jours d'échange sur la bourse de Wall Street à New York, et en même temps, c'est un montant qui demeure conséquent. C'est un marché qui est mondial, c'est un marché qui est planétaire, c'est un marché, je vous disais, difficilement mesurable parce que beaucoup de transactions sont faites de gré à gré. C'est-à-dire, ce qu'on mesure, c'est les ventes aux enchères. Les ventes aux enchères sont réalisées par des officiers du ministère public, d'accord, par des commissaires-priseurs. Donc on nous dit souvent, tiens, on a de l'opacité sur le marché. C'est vrai que vous avez une opacité sur les ventes de gré à gré. C'est vrai que les ventes qui ont lieu sur des tableaux entre 2 personnes qui ont beaucoup d'argent et qui s'échangent les pièces entre eux, cette visibilité, elle vous est interdite. Mais par contre, les ventes aux enchères nous donnent un indice de prix qui pour nous est une grande satisfaction parce que les artistes sur lesquels on se positionne, qui sont à peu près les 200, les 150 plus grands artistes dans le monde, il se trouve que ces 150 plus grands artistes, globalement, qui ont un marché qui est très profond, qui est très conséquent, est un marché qui est soutenu et sur lequel il y a beaucoup de pièces. Et comme ce sont des artistes qui ont travaillé par série, j'avais pris cet exemple la dernière fois parce que j'aime bien le donner, mais si vous tapez Andy Warhol Flowers ou Marilyn, vous allez voir des centaines de fleurs différentes, des milliers de fleurs différentes, des centaines de Marilyn. Si vous tapez des tableaux des mousquetaires de Picasso, vous allez voir qu'il y a des dizaines et des dizaines de tableaux de mousquetaires de Picasso, etc., etc. Et donc, ce travail sériel, pour nous, en qualité d'experts, nous permet de mesurer le prix assez précisément. Alors ici, vous avez une courbe je vais dire, qui montre l'évolution, l'appréciation du chiffre d'affaires sur un peu plus d'une vingtaine d'années du prix du marché de l'art. Il se trouve que, alors, ça a l'air beaucoup comme ça, mais dans les faits, ça peut être un petit peu supérieur. Pourquoi? Parce que les artistes qu'on étudie sont des tickets de loto gagnants. Quand vous regardez le marché de l'art de manière globale, vous voyez une hausse de ce marché avec une hausse du prix des œuvres de manière globale, mais quand vous étudiez les artistes qui sont les plus performants de ce marché, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est étudier les tickets de loto gagnants, eh bien on se retrouve avec des croissances qui sont extrêmement fortes. Alors, ne croyez pas que ce sont des croissances qui sortent de nulle part, et ne croyez pas que c'est un marché qui soit si spéculatif que ça. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'au contraire, on a affaire à un marché qui est plutôt lissé, pour plusieurs raisons. C'est que le marché de l'art, sur ces grands artistes, globalement, l'offre, elle est clôturée. Warhol ne va pas produire de nouveaux tableaux. Soulages ne va pas produire de nouveaux tableaux. Qu'est-ce qui se passe quand une œuvre rentre dans un musée? Dans le jargon du marché de l'art, on appelle ça une œuvre qui est gelée. Donc, une œuvre qui rentre dans un musée, c'est une œuvre de moins sur le marché. Mais une exposition Ed Ruscher au MoMA
a une incidence incontestablement sur le prix des œuvres de Edruchet, à travers la visibilité, par exemple, qui sera l'artiste, et la légitimité qu'il continuera d'acquérir et qui sera renforcée à travers le monde. Qu'est-ce qui se passe dans un marché où il y a moins d'œuvres disponibles et où il y a plus de visibilité? Globalement, quand les gens ont de l'argent, ça crée un effet ciseau et une augmentation mécanique du prix vers le haut. Ne croyez pas que ces artistes-là bénéficient ou subissent de changements de prix qui sont très élevés. C'est pas vrai. La courbe du marché de l'art, et on va parler sans langue de bois, la courbe du marché de l'art n'est pas rentable sur du très long terme. On a affaire à une courbe qui est asymptotique. C'est-à-dire qu'on a une courbe qui monte très haut durant peut-être 60 ans, 80 ans, 90 ans, et ensuite elle se stabilise. Quand vous regardez l'exemple des placements préférés, éventuellement nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils auraient acheté dans les années 80-90? Ils auraient acheté des artistes impressionnistes. Les artistes impressionnistes, en 1990, ils ont 100 ans d'existence. Les mouvements impressionnistes, ça commence en 1880, 1890, d'accord? Et on voit que le plus haut de leur pic arrive 100 ans plus tard, en 1990. Arrive ensuite la crise. Aujourd'hui, est-ce que ça vaut plus cher ou moins cher que ce que ça a été vendu? Non, ça vaut à peu près le même prix. Pourtant, le prix d'à peu près tout a augmenté. Donc, on a affaire à un marché qui s'est stabilisé après une centaine d'années. Eh bien, quand vous avancez comme ça, vous avez une stabilisation du prix des artistes surréalistes et puis une stabilisation du prix des artistes modernes, etc., etc. Et vous savez que le temps, bien sûr, on a une tendance à se raccourcir le plus possible. Donc, évidemment, à l'exception de quelques artistes un peu stars comme Basquiat et Picasso qui résistent, ou Warhol qui résistent à peu près à tout, vous voyez que les pièces des années 50 continuent à croître un petit peu, mais globalement vont ralentir leur croissance. Par contre, les pièces des années 60 et les pièces des années 70 et 80 continuent à connaître des croissances qui sont très fortes. C'est pour ça que j'aime bien danser un petit peu sur cette histoire, mais la personne qui a acheté cette pièce de Jeff Koons, vous voyez ce rabbit là, ce petit lapin qui était en couleur silver de 1984 ou de 86, c'était une pièce qui s'est vendue 90 millions de dollars. Mais attention, Jeff Koons est vivant. Picasso n'a jamais vendu d'œuvre de son vivant à quasiment 100 millions de dollars. Jeff Koons, qui est un artiste qui a moins de 70 ans, a vendu une œuvre de son vivant il a 70 ans, il a vendu une œuvre à 90 millions de dollars. Un artiste comme David Hockney, qui certes est âgé, a vendu de son vivant une œuvre à 90 millions de dollars. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous faire passer comme message, c'est que probablement que la personne qui a acheté ces œuvres, même si elle l'a acheté au prix record, elle a potentiellement fait une bonne affaire. Quand j'ai commencé à bosser il y a une quinzaine d'années, on parlait beaucoup de Bacon et on voyait le prix des artistes contemporains augmenter régulièrement et battre des records. Et en 2000, je crois que ça doit être en 2009 ou 2013, quelque chose comme ça, il y a un triptyque de Bacon qui passe en vente et qui fait quelque chose comme... Je crois que c'est en 2013, on avait un précédent record à 30 millions de dollars et là, il y en a un qui explose tout et qui fait 90 millions de dollars. C'était le triptyque de Bacon qui appartenait à Moueix, vous savez, la famille dans le vignoble, dans le Bordeaux. Et c'est Abramovich qui a acheté le tableau, ce triptyque de Bacon. Et à l'époque, tout le monde dit, mais il a pété de 2 fois l'estimation basse, il a pété de 2 fois le précédent record du monde, il ne retrouvera jamais ses fonds. Quelques années plus tard, en 2017, je crois, qu'il y a un triptyque de Bacon similaire qui passe en vente aux enchères et qui fait 150 millions de dollars. Vous voyez, il y a cette espèce de croissance qui en fait est assez régulière tous les ans, qui est l'apanage des très grands artistes sur lesquels on se positionne. Alors, pour pouvoir réussir à faire ça, il faut se positionner sur des artistes qui résistent à toutes les crises. On ne se pose pas la question de savoir si Picasso ou Warhol est à la mode. En fait, dans 100 ans, on continuera d'acheter et vendre des Picasso. Moi, je ne sais pas où sera votre action Tesla dans 100 ans, mais je sais que dans 100 ans, en fait, si vous léguez des bonds du trésor
du trésor allemand, français ou américain, je sais que si vous léguez des parts de Matisse, de tableaux de Matisse sur lesquels on s'est positionné, en fait, on aura toujours de la valeur et une valeur qui devrait être forte et appréciée par rapport à ça. Ça, c'est notre conviction, c'est de se diriger dans le choix de nos artistes sur des artistes et des œuvres incontestables de l'histoire de l'art, promus par des marchands extrêmement puissants, dont l'offre se raréfie et dont la demande augmente. Et juste pour te laisser la parole, Olivier, une fois que je vous ai dit ça, ben, j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que notre boulot, quand on revend et on revend plutôt rapidement les œuvres, elle consiste pas à acheter des pièces et à les garder 100 ans. Elle consiste à opérer une plus-value rapidement. Et dans ce cas-là, j'ai deux façons de gagner de l'argent. Soit je spécule sur les marchés à venir et en fait on se donne rendez-vous dans quelques années. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais c'est moins notre position. Notre position est d'aller créer du delta pour nos clients et de le faire plutôt dans un délai qui est plutôt court. N'oublions pas, l'horizon de placement, c'est entre 1 an et 3 ans. Globalement, c'est à peu près ça. Et donc, la deuxième façon, c'est de battre le marché à l'acquisition. Ce qui vaut 100, on a besoin de l'acheter 60, 70 maximum. On ne cherche pas à le revendre 130, on cherche à le revendre à sa valeur de marché. Mais si on l'a bien acheté, en fait, on l'a bien vendu. Alors dans ces cas-là, les questions que j'ai pour toi, Arnaud, c'est que ça semble presque trop beau pour être vrai. Et quand c'est trop beau pour être vrai, c'est toujours un peu étonnant. Je suis bien sûr provocateur, mais comment en allant dans une finalement vous allez Matisse, vous obtenez comment vos œuvres? Vous allez dans des foires, vous allez chez Christie's. Comment bien acheter une œuvre qui par définition là ça va pas être nécessairement du gré à gré. C'est plutôt quelque chose, au contraire, dans un marché a priori rationnel. En tout cas, tu nous as décrit finalement le marché de l'art relativement rationnel. Alors, le marché de l'art, alors d'abord pour les éléments, les endroits où on peut sourcer les œuvres, ça peut être évidemment auprès de sociétés de vente aux enchères, ça peut être auprès de galeries, ça peut être auprès de marchands, ça peut être auprès de particuliers. Finalement, tous les endroits où potentiellement on peut rencontrer une œuvre que l'on va juger être une bonne opportunité de marché, on va essayer de le dénicher. D'accord? Ensuite, le marché de l'art, il a un défaut, contrairement à plein d'autres marchés, c'est qu'il demeure artisanal pour une très mauvaise raison. Si vous voulez demain créer un marché qui est un marché de l'automobile, vous voulez créer une écurie automobile, en fait, aimer les voitures, ça ne sera pas suffisant. Il va vous falloir des fonds, il va falloir un business plan, il va falloir faire une levée de fonds, vous allez voir un banquier, etc. Et vous allez créer une entreprise. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes galeriste, vous avez repéré un tableau de Picasso à 10 millions, vous savez qu'il vaut 10 millions, vous avez les moyens financiers peut-être d'acheter jusqu'à 2 millions de tableaux, et le tableau, vous voulez faire une offre à 4 millions. Vous allez voir votre banquier, vous dites, écoutez, il me manque 2 millions, potentiellement je peux acheter 4, quelque chose qui vaut 10, c'est génial, prêtez-moi 2. Mais le banquier, qu'est-ce que vous croyez qu'il va vous répondre? Il ne sait pas valoriser l'actif. Et c'est ça notre levier principal dans ce marché. C'est l'incapacité aux professionnels particulièrement à lever de la dette. Il n'y a pas de dette. Dans le marché de l'art, il n'y a pas de dette. C'est-à-dire qu'il y a moins de 1% de dette dans le marché de l'art global. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a affaire à une multitude de micro-entreprises qui gèrent leur propre cash. Ce sont les gestionnaires de leur propre patrimoine. Un CGP global qui gérerait son propre patrimoine, il mettrait de l'argent dans des biens immobiliers, dans des produits financiers, dans des startups, etc., SCPI, private equity, tout ce qu'on veut. Mais parce que globalement, il sait valoriser ça. Il a des outils de valorisation. Si vous n'avez pas la connaissance, l'expertise, le réseau, le cash, vous ne vous positionnez pas sur ce marché pour des raisons financières. Pour des raisons financières. Donc, il y a une question.
Donc, en fait, pour répondre à la question de Itemsad sur le chat, en fait, pour résumer, notre force, elle est ultra simple. Elle est notre capacité financière forte d'appréhension sur le marché. C'est essentiellement ça. Et puis aussi, on va pas se mentir, hein, ça serait la fausse modestie, c'est qu'en fait, évidemment, des gens savent pas toujours très bien valoriser. Vous avez hérité d'une pièce de Warhol, une petite fleur de, je continue la fleur de tout à l'heure qui valait dans les 15 000 euros en 2000. Vous avez hérité de ce truc-là, ça fait 20 cm par 20 cm. Vous allez voir une vente aux enchères, éventuellement une société de vente aux enchères qui vous dit ah bah ça on va vous le présenter à la vente, ça vaut entre 200 et 300 ou 200 et 250, mais on va bien le vendre. Ah ok, ça m'intéresse. Déjà vous ne saviez pas nécessairement. Vous voyez, c'est qu'en fait vous n'aviez peut-être pas de connaissance du prix de cette œuvre-là. Et donc, oui, ça vaut entre 250 et 300 ou 200 et 250. Et en fait, nous, on arrive et on dit, bah voilà, on vous paye 250. C'est maintenant, c'est tout de suite. Il n'y a pas de risque. Vous ne vous retrouvez pas avec une œuvre potentiellement invendue. Par contre, effectivement, si elle fait 320, vous ne le saurez jamais puisqu'on l'aura sécurisé tout de suite. C'est toujours la même chose, quoi. Demain, quand vous vendrez votre voiture, vous la vendez en vente aux enchères, vous avez une fourchette, vous avez quelqu'un qui vous la rachète cash, c'est peut-être un peu moins majoré, c'est peut-être un peu moins optimisé comme placement, mais c'est immédiat, c'est disponible. Et aujourd'hui, la liquidité, ça vaut de l'argent. Et nous, on est là pour appréhender le marché et et tirer le prix vers le bas pour nos clients investisseurs. Si vous voulez continuer un petit peu dans la segmentation, est-ce que je réponds à la question, Olivier? C'est bon pour toi? Ouais. Oui, mais bon, Item nous précisera sa question si ça n'a pas été le cas, mais oui, c'est parfait, merci. Merci. Si je reviens sur la répartition du marché, j'aime bien parler de ce marché parce qu'il est extrêmement contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, mais en fait, si je veux acheter des œuvres et sécuriser mon patrimoine, et ça m'a vraiment marqué quand j'ai commencé à travailler, des gens qui disent, bonjour monsieur, je voudrais acheter un monnaie. C'est formidable. Pourquoi vous voulez acheter un monnaie? Parce que c'est une façon de sécuriser mon argent. Alors, si vous voulez sécuriser votre argent, achetez des bonds, achetez des obligations d'État allemandes, et puis vous allez voir, vous allez sécuriser votre argent, ça va être formidable. Non, mais je veux gagner un petit peu, et puis je sais que l'art impressionniste, c'est rassurant. Alors oui, effectivement, c'est plutôt rassurant, mais comme les obligations allemandes, vous avez une rémunération qui est faible, vous avez une inflation qui est un peu plus forte, globalement, vous avez l'assurance d'en perdre un petit peu tous les ans, et sur ce type de marché, c'est plutôt contre-intuitif, c'est-à-dire que quand vous regardez la segmentation du marché, et c'est ce que je voulais vous mettre dans ce camembert à gauche, c'est que le marché de l'art, c'est essentiellement un marché du XXe siècle. Essentiellement. C'est-à-dire que les premières œuvres qui datent d'Impression Soleil Levant en 1870 de Monet, jusqu'à nos jours, donc les artistes impressionnistes et modernes, donc c'est 1870-1905, ça représente 18% du marché de l'art mondial. L'art moderne, c'est Calder, c'est Picasso, c'est Dali, c'est Miro, c'est Vlaminck, c'est Cézanne, c'est Matisse. On est entre 1905 et 1945, et ça, c'est 22% du marché de l'art mondial. Et l'art d'après 1945, c'est plus de 50% du marché de l'art mondial. Donc on a un peu plus de 80, on a quasiment 95% du marché de l'art mondial qui s'opère dans le XXe siècle et au début du XXIe siècle. Donc, je vous le dis tout de suite, acheter de l'art ancien, c'est la meilleure façon de ne pas gagner d'argent. C'est des chiffres qui sont très simples. Alors, autre chose, on dit, tiens, le marché de l'art, c'est plutôt pour les riches, etc., etc. C'est vrai, c'est faux. C'est faux parce que 8 pièces sur 10 dans le marché mondial s'échangent à moins de 1 000 $. En gros, des œuvres, si vous faites un peu gaffe, vous en avez partout. Vous en avez chez vous, vous en avez chez votre grand-mère, vous en avez chez les copines de votre grand-mère, etc. Il y en a partout. Elles valent rien, mais elles existent. Elles sont là. Et elles ont toujours été là. Et elles font partie des meubles et on les voit même plus. Et il y en a dans toutes les maisons du monde. Et
78% des œuvres sur ce marché s'échangent à moins de 1 000 $. 92% des œuvres dans ce marché s'échangent à moins de 50 000 $. Donc le marché de l'art, c'est un marché qui est beaucoup plus démocratique qu'il en a l'air. Toutefois, c'est un peu le revers, c'est que ça représente 10% de la valeur mondiale. Et c'est en ce sens que si vous voulez vous diriger sur un marché qui est sécurisant, liquide, avec un mode de gestion facile, qui évolue sur un marché international, que vous allez pouvoir revendre dans de bonnes conditions, il est incontestable que si vous achetez un objet 1 000 €, que vous avez 120 € de transport, 150 € d'encadrement, 100 € d'assurance et un coût de revient déjà à 1 500, en fait, avant de réussir à faire une plus-value sur un marché qui intéresse un nombre de personnes extrêmement restreint, parce que c'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien. Si vous voulez, il y a beaucoup moins de gens qui veulent acheter des appartements à Nogent-le-Rotrou qu'il y a de gens pas chers que de gens qui veulent acheter des appartements à 1 million € à Paris. Ouais, le marché il est beaucoup plus étendu sur un marché qui va être plus costaud. Donc, en d'autres termes, pour nous, il y a infiniment plus de gens qui sont d'accord de payer 1 million € un tableau de Warhol que de gens qui sont d'accord de payer 1 000 € sur un artiste inconnu. Et c'est en ce sens que notre target d'investissement, elle va être aux alentours, j'allais dire, de 300, on a fait des deals là-dessus, 300 000, 400 000 € jusqu'à 5 millions et plus. J'aime bien la fourchette 500 000, 3 millions et demi parce que c'est le ventre de ce marché. En dessous, on est sur un marché qui est trop resserré. Au-dessus, ça concerne quelques grands milliardaires. J'exagère un peu, mais des gens qui peuvent dépenser 30 millions de $ pour un tableau, il y en a quand même beaucoup moins que des gens qui peuvent en mettre 2. Et des gens qui peuvent en mettre 2, c'est le plus gros du marché. Donc, voilà un petit peu la target d'investissement. Il y a une question, je me permets de le lire et je réponds à la question. Vous avez parlé de crise sur le marché de l'art. Qu'est-ce qu'une crise concrètement pour ce marché? Un changement de tendance ou des éléments plus macro? Alors, c'est une très bonne question, la question de la crise dans ce marché. Et moi, je peux vous en parler très, très bien parce que j'ai fait mon mémoire sur la rentabilité du marché de l'art. Donc, j'ai étudié les crises du marché de l'art, que ce soit en 1914, que ce soit la crise de 29, que ce soit la crise en 40-45, que ce soit la crise de 74 ou de 90. Globalement, il ne faut pas confondre. Il ne faut pas prendre le marché de l'art dans son immense globalité sans le préciser. Ça reviendrait à parler du marché de l'automobile mondial ou marché de l'immobilier mondial. Une fois encore, le marché de l'immobilier à Londres n'est pas celui du Mans. Vous voyez, par contre, il y a beaucoup plus de proximité entre l'immobilier londonien, parisien, hongkongais et new-yorkais. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on étudie des villes centralisées, des mégalopoles, des villes-mondes, etc., etc. Les artistes qui nous intéressent sont des artistes mondiaux qui évoluent sur un échiquier mondial. Donc, il y a déjà, et depuis longtemps, les impressionnistes étaient déjà collectionnés par les Américains. Picasso était déjà très collectionné par les Américains. Donc, on a depuis longtemps une internationalisation de ce marché. C'est quelque chose que l'on connaît très très bien dans le marché de l'art. C'est vrai que je reviens de Hong Kong parce qu'il y a la foire d'Art Basel à Hong Kong, mais je serai en mai à New York pour les ventes aux enchères de mai. Un tout petit peu avant, je serai aussi à New York pour la foire de TEFAF. Je serai à Bâle en juin et à la foire d'Art Basel en juin, etc., etc. Donc, désolé pour ma taxe carbone, je suis vraiment désolé. Je me sens hyper mal à chaque fois. Mais je ne peux pas vous dire si j'essaie de manger moins de viande, ça fait grand chose, mais je suis désolé, mais je suis obligé de faire ça pour mes clients et pour mon travail. Mais on voyage dans le monde et le marché, il est global. Donc, d'abord, quand on va parler de crise, on va parler effectivement plutôt de tendance de marché. Et le marché, et c'est quoi les œuvres d'art? C'est des photographies du monde. C'est une photographie. C'est quoi un artiste? C'est quelqu'un qui peint le monde tel qu'il le voit, tel qu'il le vit. Alors évidemment, un artiste extraordinaire, c'est quelqu'un qui est capable de prédire le monde de demain. Un bon artiste, c'est quelqu'un qui réagit à son temps. Donc nous, on va se positionner au mieux, enfin je veux dire,
au mieux sur des artistes qui ont une capacité à anticiper le monde de demain. C'est le cas de Picasso, il a compris son monde plus de 50 ans d'avance. C'est le cas de Marcel Duchamp, plus de 50 ans d'avance. Warhol, il a extrêmement très bien compris sa civilisation. Soit des gens qui sont au minimum, qui réagissent aux besoins et à la photographie de leur temps. Pardon, je reviens, je pars un petit peu loin, mais tout ça pour vous dire que la crise, elle va se manifester comme étant des baisses de marché sur des artistes à la mode. Qu'est-ce que c'est des artistes à la mode? C'est, il n'y a pas si longtemps, des artistes qui énormément d'artistes qui s'intéressaient aux artistes afro-américains, transgenres, cisgenres. Vous voyez la question du genre, la question du territoire, des questions comme ça qui étaient des questions qui ont été explorées, mais pas suffisamment dans l'histoire de l'art. Et là, tout le monde s'est mis à étudier cette question du genre et on a tout mélangé. Il y a eu une espèce de grande mode où les artistes dans les galeries, si elles ne s'intéressaient pas à cette question-là, en fait, étaient quasiment déprogrammés. Donc, on s'est retrouvé avec des artistes qui avaient 25 ans, 30 ans, qui pouvaient s'intéresser à cette question-là. Et du coup, tu vois, de l'homosexualité, vraiment de LGBT, etc., qui posaient des questions de la couleur et de la place dans la société. Et évidemment, tout le monde s'est intéressé à ça en même temps et ça a créé une émulation extrêmement forte. On s'est retrouvé avec des artistes qui avaient moins de 30 ans qui sont mis à vendre en millions de dollars et qui, en fait, aujourd'hui, voient leur marché s'écrouler. Mais s'écrouler. Vraiment. Alors, pour certains d'entre eux, c'est injuste et pour d'autres, c'est complètement justifié. C'est-à-dire qu'ils ont été achetés non pas avec des yeux, mais avec des oreilles. Et nous, notre boulot, elle est de comprendre comment fonctionne ce marché, d'observer les tendances de ce marché, mais de les regarder avec beaucoup de proximité, beaucoup de distance. Warhol, en fait, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, en fait, ça restera un artiste extraordinaire, fondateur d'un art dans le XXe siècle, défendu par les plus grands marchands, qui est présenté dans les plus grands musées et avec suffisamment de pièces pour en fait avoir un marché dynamique. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un marché qui se réarbitre, qui dégraisse un petit peu. Les gens qui avaient beaucoup d'argent, eh bien, investissent un petit peu moins sur des jeunes artistes. On appelle ça les hot cakes dans le marché de l'art. C'est les artistes qui sont extrêmement chauds, qu'on flippe, on achète, on les flippe, ils ont 25 ans, les pauvres, ils vont voir leur marché écrouler et dans 5 ans, ils n'existent plus, voire peut-être même avant. Il y en aura qui en ont profité, qui auront gagné de l'argent, d'autres qui en auront beaucoup perdu. Mais globalement, ces artistes-là, on les regarde avec distance et on est plutôt content. Et globalement, je vais même vous dire, le marché tel qu'il se présente aujourd'hui va plutôt dans notre avantage parce qu'on est effectivement dans une position où les gens sont en train de serrer les vis et sécuriser leur cash. Et dans quoi est-ce qu'ils investissent? Bah oui, bien sûr qu'ils investissent dans Picasso et dans Warhol et dans Ed Ruscha, dans les grands artistes du XXe siècle et pas dans des artistes qui ont 25 ans, qui n'ont pas d'histoire de marché, pas d'histoire artistique et qui valent 500 000 $. Voilà pour la réponse à cette question. Merci beaucoup. Arnaud, on a une autre question, mais après je veux pas non plus trop t'interrompre dans le déroulé de ta présentation. On avait une question sur les statistiques de deal et de performance au sens large de l'art. Bon, il me semble que tu as déjà montré un indice, le Art Price Index 100, quand même donné qui représente les ventes de manière temporelle, bien sûr. Et pour ce qui est peut-être des deals réalisés par Matisse, si tu peux nous partager, bien sûr Matisse n'existe pas depuis 50 ans. Vous avez réalisé une quinzaine de deals, dont je crois maintenant 2 sorties officielles. Peut-être ça répondrait à la question de Saad, si tu pouvais nous en dire 2 mots. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire que l'équipe Art, avant de s'associer avec François, on existe depuis un petit peu moins de 15 ans, on a opéré 700 transactions. Sur les 700 transactions, on doit avoir une rentabilité moyenne qui doit être
je sais pas, de 25%, quelque chose comme ça, et une durée de détention moyenne de 1,9 ans par œuvre. Voilà. Ça pose en fait un historique qui est le mien, qui est pas celui de Matisse, mais qu'évidemment on espère répéter avec Matisse, c'est un peu la target qui est la nôtre. Donc là, sur les pièces qui sont acquises, qui ont à peine quelques semaines, ou quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, nous avons opéré 2 sessions. La première sur une œuvre de Lalanne, c'est une pièce. Donc on a opéré une rentabilité de 42% net de, je vais dire net de frais, si vous voulez, net de carry interest. Net de carry interest, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on vous dit qu'on a fait plus 42 en TRI, d'accord, ça veut dire que les frais qui sont apportés à la performance qu'on apporte au client sont déduits. Et déduit de ça, le client en TRI, il a pris plus 42%. L'autre transaction qu'on a opérée, et donc en fait sur un délai de quelques mois, en fait ça fait une renta à 30 points. En fait, mais ça revient à nos stats en fait. C'est quelque chose pour moi qui est extrêmement classique. Et l'autre transaction, celle-ci un petit peu différente puisque c'est une œuvre qu'on a acheté, je crois, un peu moins 450 000 euros ou 500 000 euros, et nous avons opéré une transaction à plus 8% net de carry d'interest. Sauf que la durée de détention était de 1 mois. Donc si je suis un peu de mauvaise foi, je vous dis notre client investisseur, il a pris 120% et il est très content. Sauf qu'évidemment, en 1 mois, la réalité, c'est que ça fait une rentabilité nette de carry d'intérêt de 8%. C'est nous qui avons pris la décision d'opérer la transaction et de vendre. Et en fait, on venait dit qu'on était ravis d'apporter un petit peu de rentabilité palpable. Est-ce qu'on aurait pu faire peut-être pas 8% en absolu, mais 15% sur 6 mois? Oui. Oui, potentiellement, oui. Je pense que c'était peut-être, ça aurait pu être bien d'attendre un petit peu avant de la vendre pour maximiser la renta en absolu. Par contre, de manière relative, le TRI aurait été peut-être un petit peu moindre. Dans les faits, on est quand même très content. C'est une super opportunité. Celui qui a mis 100, il a récupéré 108, et tout ça en 1 mois net de frais. Globalement, on est tous très contents. Je continue? Donc ça, c'est la thèse d'investissement. Il y a eu des deals avec moins-value. Alors non, on n'a jamais opéré de deal avec des moins-values en quasiment 15 ans d'existence. Ça ne nous est jamais arrivé. On a eu des deals sur lesquels ça a été un petit peu plus long d'opérer des ventes. Pourquoi? Parce que c'était souvent des deals avec des montants financiers qui étaient un petit peu plus faibles. C'est-à-dire que pourquoi on crée Matisse aussi? Parce qu'on voit des opportunités de transactions à 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros. On voit qu'il y a un écart de marché et qu'il y a de l'argent à gagner sur ça, et qu'en fait, on est incapable de le faire parce qu'on n'a pas le cash, parce que moi, j'ai pas le client, elle est capable de lui dire, mets 1 million tout de suite. Donc, on s'est un petit peu organisé sous forme d'indivision au départ, mais c'est pas suffisant. Industrialiser le process, et c'est ça, c'est comment passer d'un marché artisanal à un milieu industriel. Eh bien, ça passe par la plateforme, ça passe par une collecte massive, et ça passe par un sourcing hyper régulier et hyper précis. À ce jour, là maintenant, on n'a rien à vendre. On n'a rien à vendre. C'est-à-dire qu'on a quasiment, on vous a réservé une poche sur un artiste, mais on n'a pas de deal actuellement en cours. On espère que à la fin de la journée, on nous validera peut-être le gros tableau de Warhol, mais c'est pas du tout sûr. Mais encore une fois, c'est pas grave. Notre boulot, il est apporter du TRI à des clients. S'il n'y a pas de deal, il n'y a pas de deal. Et quand il y en a, eh bien, on fait tout pour que ça se passe dans les très bonnes conditions. Donc, notre thèse d'investissement, c'est cibler des artistes iconiques, battre le marché à l'acquisition et favoriser les cessions. Favoriser les cessions, vous allez plutôt comprendre pourquoi. Pour nous, d'un point de vue économique, c'est assez évident. C'est-à-dire qu'un client qui a mis... Comprenez que ce marché, si vous voulez vous positionner dessus, imaginez que vous avez 100 000 euros, avec 100 000 euros, vous n'achetez pas un dixième, vous n'achetez même pas un dixième d'outre noir de Soulage. Donc, il va vous falloir 1,5 million pour acheter un outre noir de Soulage, et vous faites tapis sur une œuvre. Nous, on est en train de dire, l'outre noir de Soulage, il coûte 1,5 million, le Dubuffet, il coûte 1,5 million, le Warhol, il coûte 3 millions,
et le Kesa Ring, il coûte 2 millions. Ça vous fait 6, 7, 8 millions d'euros de transactions. C'est-à-dire qu'avec 100 000 euros, vous pouvez avoir accès à des deals en dizaines de millions d'euros. Il est là, hein, notre positionnement. Et donc, évidemment, si vous achetez une pièce, vous la vendez, vous récupérez de l'argent, bah d'abord, on est très content de venir vous voir avec une bonne nouvelle. Et ensuite, on est à peu près convaincu que si ça se passe bien, vous allez réinvestir. Nous, notre objectif, il est clairement de relancer la collecte et de racheter des nouvelles pièces et de vous apporter du TRI. Vous voyez? Donc, le plus possible, il est de faire fonctionner tout ça dans de bonnes conditions, conditions qu'on trouve des pièces. On grossit l'équipe. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes et on travaille fortement à ça. Ça, c'est j'allais dire, l'expertise, la rentabilité qu'on avait sur ce type de pièces. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Je le passe. Ça, c'est le fonctionnement. Vous voulez que je parle un petit peu du schéma d'investissement, le fonctionnement de ça peut être le faire relativement rapidement, à la limite sur cet aspect technique, dans un deuxième temps pour accompagner les investisseurs potentiels. Donc, alors d'abord, parlons-en, mais brièvement. Alors, on vous en parle très brièvement. De toute façon, on pourra toujours nous rappeler sur le fonctionnement plus tard. Mais globalement, Matisse, c'est une plateforme, d'accord. Si on vient vous voir en vous disant acheter des œuvres d'art, vous allez me dire je sais pas trop. Si on vous dit acheter des obligations, en fait, des convertibles en actions, des parts en fait de sociétés qui posséderaient une œuvre d'art, c'est beaucoup plus facile à collecter. On a l'habitude de collecter ce genre de choses. Donc en fait, on a une société, un SPV, qui vient se porter acquéreur d'une œuvre d'art. Une seule société par œuvre d'art. Ça permet d'avoir une comptabilité extrêmement claire et ça permet, lorsque la pièce est vendue, de liquider la société et de redistribuer l'argent aux investisseurs. Donc, on a une société qui possède une œuvre d'art. Les investisseurs sont propriétaires d'obligations, ils détiennent des obligations plutôt, convertibles en actions. Et au moment de la revente, il y a une prime de non-conversion et chacun des investisseurs récupère son cash avec le prorata du montant investi et le prorata de la plus-value. Voilà. Aussi simplement que ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si c'est clair, c'est ça. Voilà. Donc nous, on est une plateforme, on vous appelle avec des propositions, des deals, et ensuite vous dites ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas, on y va, et c'est accessible à partir de 20 000 euros par deal. Les artistes sur lesquels on se positionne, et on a fait quelques-uns d'autres depuis, eh bien c'est ça, c'est des œuvres entre 500 000 et 3 millions. C'est Andy Warhol, c'est Yves Klein, c'est Lalanne, c'est Kusama, c'est Dubuffet. La pièce de Dubuffet va être présentée à Art Basel, la pièce de Yves Klein est vendue, ça va à Art Basel, ça va à Art Basel, et la pièce de Kusama, il faut que je demande à mon équipe de session, mais il y a des grandes chances que ce soit une pièce qui aille aussi, elle ira probablement à la TEFAF à New York, qui est une grande foire. Le système, vous allez comprendre tout de suite, mais ça fera appel à votre âme d'investisseur et d'entrepreneur pour certains d'entre vous. En fait, pour que le système fonctionne et qu'il passe d'un statut artisanal à un statut industriel, il faut que tout le monde y trouve un intérêt. Vous y trouvez en tant qu'investisseur un intérêt parce que vous n'avez pas 3 millions d'euros d'investir et en fait, vous dites qu'avec 60 000 euros, vous avez accès à 3 deals. Et en fait, ça, c'est super. Mais comment est-ce qu'on revend les pièces? Eh bien, les pièces, elles sont directement confiées à des revendeurs. Ces revendeurs, c'est des professionnels du marché de l'art. Et c'est là que c'est très important de comprendre ça. C'est que le professionnel du marché de l'art, que je vous ai cité tout à l'heure, le galeriste, le marchand, il n'a pas accès à la dette. Donc, cette personne-là, quand on vient le voir avec 6 millions d'euros de marchandises, c'est autant d'argent qu'il n'a pas immobilisé. C'est comme si on vous disait la règle du jeu pour vendre des apparts, c'est de les posséder. Mais là, vous allez pouvoir vendre des apparts sans avoir à les acheter. C'est génial. C'est-à-dire que le professionnel du marché de l'art, il nous accueille en nous disant mais je vais avoir accès à un Warhol, un Klein, un Lalanne, un Kusama, un Dubuffet, je vais présenter ça, j'ai 4 millions d'euros de deal, j'ai décaissé 0 euros. Donc nous, la pièce, dès qu'elle est achetée, où est-ce qu'elle va? Elle va directement chez le revendeur. On n'a même pas besoin de la faire dormir, de dépenser des frais de stockage, de transport, de machin, etc. La pièce, elle est achetée, le vendeur la récupère, le vendeur, son intérêt, le galeriste,
il est de la vendre dans les plus brefs délais, dans les meilleures conditions possibles. Plus il va la revendre vite, plus il va la revendre cher, plus il va gagner d'argent. Mais plus il en gagne, plus vous en gagnez. On va rendre, pour la première fois dans le marché de l'art, absolument linéaire l'objectif d'un vendeur, qui va être le galeriste, et d'un investisseur, qui est vous, qui avez pris un risque, qui avez immobilisé. Nous, au milieu Matisse, on source les deals et on connecte le distributeur avec l'investisseur. Et on gère la bonne rotation du deal. Il y a des avantages fiscaux spécifiques sur les plus-values. Et non. Et non, c'est un produit financier très classique. Vous allez être soumis à votre impôt sur les produits financiers. Non, désolé. Désolé. Je suis désolé. Ça, c'est un exemple de transaction. Oui, bon, voilà. Le 42%, il est ici. Le deal qui est présenté tout à l'heure, du coup, c'est un petit peu une redite, donc je ne vais pas vous embêter. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que le TRI annoncé est net de l'ensemble des honoraires de Matisse et brut de fiscalité personnelle. D'accord? Donc, tous les frais qui sont appliqués par Matisse, oui, c'est-à-dire flat tax à 30%. Donc, tous les frais qui sont appliqués par Matisse, eh bien, ils sont notés. On se met toujours à la place de nos clients. On ne vient pas vous voir, vous avez fait une rentabilité à plus 10 points. Ah, au fait, on a oublié de vous dire, vous avez 5% de frais. Ça n'a pas de sens. On vous donne une rentabilité nette. D'accord? Et voilà, globalement, voici ce qu'il en est sur la présentation de notre activité. Si vous avez des questions, les investissements se font en personne physique ou en personne morale, comme vous voulez. Comme vous voulez. Et si c'est une SAS, ça sera imposé à l'IS, ouais, ou à l'IR, si vous avez une société imposée à l'IR, mais c'est exactement ça. En fait, c'est votre impôt classique. Ça va être votre impôt classique. Olivier, on peut présenter, si tu veux, un exemple de transaction sur un petit deal, si ça t'intéresse, si vous en avez envie. Avec grand plaisir et peut-être une heure aussi qu'on va présenter, enfin que vous allez mettre bientôt à disposition et dont bah, vous nous avez donné une petite partie de la location pour les investisseurs Ramify avec grand plaisir, oui. Yes.